C'est l'heure de plonger au cœur de la mission avec ce nouvel épisode. Bouclez vos ceintures, nous partons vers les terres australes en direction de la nation Arc-en-Ciel. Vous l'aurez deviné, nous partons en direction de l'Afrique du Sud. Laure y a vécu une mission marquée par les rencontres, par les amitiés avec ses collègues ou encore avec sa binôme. Une binôme qui a été si importante pour sa mission que leur amitié a tissé un épisode un peu particulier, en 2 parties, comme un dialogue entre Laure et Blandine, sa binôme de mission. Mais pour écouter le témoignage de Blandine, patience. Pour l'instant, le micro est à Laure. Sawubona-unjani, ça veut dire bonjour, comment ça va en zoulou. C'est une des langues qui est parlée en Afrique du Sud. Je m'appelle Laure, j'ai 27 ans et j'ai été envoyée en mission par Fidesco pendant 2 ans en Afrique du Sud. J'étais ergothérapeute dans un centre qui s'appelle Little Eden et qui accueille des personnes polyhandicapées. Et j'étais envoyée en binôme avec Blandine. Ça fait plusieurs années que j'avais le désir de partir en mission, de découvrir une autre culture. Et quand j'étais en dernière année d'études, j'ai participé à une soirée de témoignage d'un ancien volontaire Fidesco qui parlait de sa mission. Et quand je suis ressortie de cette soirée, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est là où je me sens appelée. Parce que j'avais envie d'unifier vraiment mon travail, ma vie personnelle et ma vie spirituelle. Et en mission, j'ai trouvé ça. Oui, j'ai trouvé cette unité de vie et de pouvoir être moi-même au travail et avec mes amis et en même temps pouvoir vivre ma foi. Et tout ça, c'était relié parce qu'en fait, en étant envoyé en mission par Fidesco, on est envoyé par l'Église et donc je pouvais témoigner auprès des personnes que je rencontrais, des personnes locales dans le pays, de comment je vivais ma foi et ce que ça représentait pour moi. Et c'est ce qui m'a permis du coup d'avoir cette unité et de créer aussi des très belles amitiés et des belles rencontres. En Afrique du Sud, au niveau de la religion, tout le monde croit, tout le monde a une religion. Il y a 10% de catholiques et 10% de musulmans. Et ensuite, ce sont beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes ou de sectes. Mais tout le monde croit. Et c'est une des premières questions qu'on nous pose quand on rencontre quelqu'un, c'est « tu fais partie de quelle église ?» Et moi, j'ai été très marquée par ça, en fait, parce que je trouvais que ça permettait de rentrer de suite en vérité dans les relations qu'on crée. Et ça me permettait de pouvoir témoigner et de dire je suis catholique et je suis envoyée en mission en Afrique. Ça permettait aussi de pouvoir prier ensemble parce que les personnes, les Sud-Africains ont une grande foi, une grande confiance en Dieu. Et la réalité est souvent difficile à cause de la pauvreté, de la misère. Et ça permettait vraiment de pouvoir se confier ensemble. Et moi, ça m'a apporté aussi de vraiment faire confiance à Dieu. De dire, Seigneur, je te remets cette situation que je ne peux pas gérer. En fait, toi, tu es grand et tu peux tout. Et ça, c'est vraiment ce que m'ont apporté les Sud-Africains. J'ai été envoyée en mission à Johannesburg, en Afrique du Sud, dans un centre qui s'appelle Little Eden. J'étais ergothérapeute, donc ma mission au quotidien, c'était vraiment auprès des résidents, de faire de la rééducation, être présent sur leur temps du quotidien pour favoriser l'autonomie, les accompagner dans le positionnement, parce que c'était des personnes qui étaient avec un handicap physique et aussi mental. Donc beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas forcément se déplacer ou qui étaient installées dans des fauteuils roulants. J'avais également une mission auprès des collègues qui étaient des aides-soignants, qui étaient des personnes locales. Une mission de formation, autant sur le handicap que sur de la manutention ou de la formation sur la prise en soin et l'accompagnement de personnes polyhandicapées. Au quotidien, avec les résidents, j'avais des temps vraiment de rééducation. Donc ça va être apprendre à se déplacer sur le sol, à ramper, à marcher. J'étais aussi présente sur les actes du quotidien pour favoriser leur autonomie. Donc apprendre à manger seul, tenir une cuillère ou encore s'habiller. Little Eden, c'est un centre qui a été créé par un couple, Dani et Domitilia,
suite à une apparition que Domitilla a eue de la Vierge Marie qui lui a demandé d'accueillir chez elle des enfants. Donc ce centre est né il y a à peu près 50 ans et aujourd'hui il compte 300 personnes accueillies. Et vraiment c'est un centre qui s'est développé grâce à la Providence parce que c'est des personnes qui n'avaient rien et en fait le centre a pu se construire. Maintenant c'est très grand et c'est un lieu magnifique d'accueil pour des personnes polyhandicapées. Notre mission dans ce centre au niveau de la foi, c'était déjà de prier. On se retrouvait tous les midis pour réciter le chapelet. Et c'était aussi de permettre aux résidents de prier. Donc une fois par semaine, on organisait un temps de prière avec eux, où on louait, on chantait. Les résidents pouvaient s'exprimer selon leurs moyens d'expression, qui n'étaient pas toujours verbal. Donc ça pouvait être avec les yeux, ça pouvait être par les instruments. Et c'était très fort. Moi, ça m'a aussi beaucoup touchée de voir que la prière pouvait être différente de celle que j'avais l'habitude de faire, qui était vraiment par la parole, et de voir aussi l'importance que ça avait pour eux, ces temps de prière. Donc dans ce centre, il y avait 300 personnes accueillies. Les résidents arrivaient quand ils étaient enfants. Donc c'est des personnes qui venaient de toute l'Afrique du Sud, des personnes qui étaient dans le besoin, dont les familles ne pouvaient pas s'occuper d'une personne handicapée chez elles, qui n'en avait pas les moyens. Et ensuite, ils restaient pour toute leur vie à Little Eden. Pour ceux qui ont des familles, il y avait encore un lien. Les familles venaient les voir régulièrement ou alors pendant les vacances, ils rentraient chez eux. Et pour ceux qui, malheureusement, n'avaient plus de famille ou alors qui étaient placés dans le centre, on prenait soin d'eux au quotidien. Pendant l'émission, on avait aussi un rôle très important pour animer la vie festive du centre. Donc, c'est-à-dire préparer le concert de Noël, organiser la fête des mères, la fête des pères, des journées sportives, Pâques, Noël. Et ça, c'était super d'organiser ces temps de festivités pour les résidents, mais aussi de les animer avec nos collègues parce que leur travail au quotidien était quand même très éprouvant et fatigant, sachant qu'ils ont peu de ressources matérielles pour assurer les soins. Et ça permettait vraiment d'avoir un lien différent entre nous et avec les résidents. Ça permettait vraiment de partager de la joie. Alors en partant en mission en Afrique du Sud, je savais pas trop à quoi m'attendre au niveau matériel, parce que c'est vrai qu'un ergothérapeute a souvent besoin de beaucoup de matériel, surtout pour faire de l'installation, du positionnement dans les fauteuils roulants. Donc j'ai vraiment appris un petit peu à me débrouiller avec ceux qui avaient sur place. Il n'y avait pas du tout les mêmes moyens qu'en France. Et j'ai vraiment créé ma mission parce qu'il n'y avait pas non plus d'ergothérapeute auparavant dans le centre. Donc ça a été vraiment en me basant sur de l'observation active pendant les premiers mois de la mission, pendant les 6 premiers mois, que j'ai pu voir ce que j'allais apporter et créer dans la mission. Ensuite, on a beaucoup travaillé ensemble avec ma binôme qui est éducatrice spécialisée parce qu'on sentait qu'on avait besoin d'être à deux pour réfléchir et pour créer ensemble. Et ce à quoi je m'attendais pas du tout dans la mission qui en fait a été vraiment peut-être là où ça a apporté le plus de fruits, c'est au niveau des relations avec les collègues parce qu'en fait, donc l'Afrique du Sud, c'est un pays où il y a des personnes noires et des personnes blanches, avec une grande majorité de personnes noires. Et l'histoire de l'Afrique du Sud est très très marquée encore par l'apartheid. Et alors pour nos collègues, c'était la première fois qu'ils travaillaient directement avec des personnes blanches. Et plus que ça, en fait, on a créé des relations d'amitié très fortes. Et je pourrais même dire aujourd'hui presque des liens de famille de cœur. Et c'est vraiment ce qui est ressorti de cette mission. C'était tout ce qu'on a fait, on l'a fait ensemble et on avait envie de se découvrir et de s'enrichir mutuellement. Et ça, je l'imaginais pas du tout avant de partir que c'était si important, en fait, ce mélange, cette mixité. Parce que pour eux, ils n'avaient pas l'occasion, en fait, de parler ou de créer des relations d'amitié avec des personnes blanches. Et ça les a vraiment, vraiment frappés. Dans les journées avec Blandine, du coup, ma binôme de mission, on aimait beaucoup s'amuser avec les résidents, en fait, passer du temps gratuit avec eux.
Et on avait inventé plein de petits stratagèmes pour les faire rire. En fait, on aimait jouer à cache-cache, se courir dans les différentes sections. Et eux, du coup, bon, voilà, il faut se recontextualiser que la plupart sont quand même dans des fauteuils roulants et qui peuvent pas se déplacer. Du coup, vraiment, ils suivent avec les yeux ce qui se passe et ils ont beaucoup d'humour. Et en fait, ça les faisait hurler de rire de nous voir jouer avec eux, se cacher, jouer à s'attraper. Et ça, en fait, on adorait faire ça parce que c'était trop beau. C'était un moyen de communiquer et de jouer ensemble. Donc ça, c'était quelque chose qu'on aimait beaucoup. Moi, j'étais très touchée aussi par les temps de prière qu'on avait avec eux. Parce qu'en fait, dans leur regard, ils disaient tout. Enfin, il y avait tout l'amour qui transparaissait. Et ça, c'était magnifique. J'ai eu la chance de pouvoir créer des très belles relations avec mes collègues. Ça a pris pas mal de temps parce que au départ, déjà, il fallait comprendre ce qui se passait. Il y a 11 langues différentes en Afrique du Sud. Heureusement, il y a l'anglais parmi ces langues-là. Mais c'était difficile de comprendre ce qui se passait autour de moi. Mais au bout de quelques mois, j'ai pu commencer à vraiment créer des liens. Et particulièrement avec Mama Doris, qui en fait était la responsable d'une des sections du centre. Et avec elle, c'était vraiment comme si c'était ma maman d'accueil en Afrique du Sud. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marquée. J'ai eu la chance d'accueillir mes parents en visite au bout d'1 an de mission. Et Mama Doris, quand elle a rencontré ma maman, elle lui a dit « Merci beaucoup de nous prêter votre fille, parce qu'ici, elle est devenue notre fille. » Et moi, ça m'a énormément marquée, en fait, de me dire que je créais vraiment des liens familiaux avec des Sud-Africains. Et ça reste encore aujourd'hui très présent pour moi. Ils sont encore dans mon cœur et ça partira jamais. En Afrique du Sud, toutes les mamans, on les appelle mamas. Dans mes collègues, il y a aussi Sam. Alors Sam, c'est le jardinier de Little Eden, du centre. Et Sam, il est hyper souriant. Je pense que j'ai jamais vu quelqu'un qui avait autant la banane et toujours trop heureux de me voir. Et moi, ça me faisait super plaisir. Et ce qui est super beau, c'est que Sam, vraiment, il prenait à cœur son travail et il le faisait très bien et très consciencieusement. Tout le centre était très beau parce que il y avait beaucoup d'arbres, de fleurs. Enfin, vraiment, il apportait beaucoup de soins. Et on a créé une certaine complicité parce que j'avais un jardin potager chez moi, en Afrique du Sud. Et donc, je lui demandais régulièrement des conseils, comment je peux faire pour que tel ou tel légume pousse mieux. Et lui, il l'avait vraiment pris à cœur et tous les matins, il me demandait « Est-ce que tu as arrosé tes plantes ? Est-ce que tu as arrosé tes plantes ?» Parce que moi, j'oubliais régulièrement, évidemment. Et c'était super de créer cette relation-là. C'était vraiment le début d'une relation d'amitié. Ça nous a permis d'avoir des discussions plus profondes ensuite. Et Sam, il mettait vraiment beaucoup d'affection dans son travail. Donc, autant pour prendre soin du centre, des plantes, des jardins, des arbres, mais aussi par les relations qu'il créait avec les résidents, parce que toute la journée, il les croisait. Et en fait, il les aimait beaucoup. C'était super de voir le temps qu'il pouvait prendre avec eux. Ou alors, il a aussi voulu faire un potager avec certains résidents. Et il était super heureux de leur montrer, une fois que les légumes et les fruits avaient poussé, de leur montrer les fruits de leur travail. Ça, c'était très beau. Ah oui, la relation avec les collègues, c'est vraiment ce qui a transformé la mission. Et je dirais que c'est à peu près au bout des 1 an de mission qu'il y a eu ce tournant, en fait, et ces relations qui étaient beaucoup plus profondes, et que moi aussi, j'ai pu saisir l'importance qu'elles avaient. Et en fait, que c'était vraiment le cœur de ma mission, quoi. La rencontre des personnes. L'Afrique du Sud, c'est un pays qui est vraiment très coloré et très disparate. Il y a des inégalités sociales qui sont très, très importantes. Il y a des grandes richesses avec des quartiers, avec des maisons magnifiques, mais qui, du coup, sont encerclés par des barbelés. Voilà. Et puis, il y a des quartiers très, très pauvres, qu'on appelle des townships, c'est des bidonvilles, avec des personnes qui n'ont vraiment rien, et parfois même pas une tôle pour leur maison. Et ça, c'était très très particulier, en fait, comme quotidien, de passer d'un quartier à l'autre, où on pouvait, dans les townships, très facilement rencontrer des personnes qui nous accueillaient, qui voulaient absolument qu'on vienne chez eux, qui voulaient nous parler.
et quelques secondes après être dans des quartiers très très riches où du coup c'était beaucoup plus difficile de rencontrer des gens. Moi j'ai eu beaucoup de mal à me dire mais où est-ce que je me situe en fait? Enfin, quelle est ma mission? Est-ce que je suis là pour les pauvres? Est-ce que je suis là pour les riches? C'est très particulier. Et c'était aussi très beau de pouvoir parler à des personnes qui étaient plus riches de leur propre pays et qui étaient touchées par les rencontres que nous on faisait. Parce que eux n'avaient pas forcément l'occasion de rencontrer des personnes d'autres quartiers parce que tout est très divisé. Ça aussi, ça faisait partie vraiment intégrante de la mission, de permettre un peu ce mélange au sein d'un pays qui est vraiment divisé. Et j'ai eu la chance de pouvoir découvrir ce pays aux multiples facettes. Et c'est vraiment, c'est très beau. Et les Sud-Africains sont super heureux quand on leur parle de leur pays parce qu'ils en sont très fiers. Et de pouvoir découvrir les différentes régions, notamment où vivaient mes amis et mes collègues, ça nous permettait aussi de nous ancrer encore plus dans le pays. Et j'ai pu découvrir avec les autres volontaires les différents lieux. Parce qu'on avait aussi la chance d'avoir des volontaires dans d'autres villes d'Afrique du Sud et au Lesotho, qui est un pays qui est enclavé dans l'Afrique du Sud. Et ça permettait de voyager et de découvrir vraiment les différents paysages, mais aussi les différentes personnes, parce qu'on vit très différemment à Johannesburg, qui est une grande ville, des autres petits villages, je dirais, qui sont dans les régions autour. On a vraiment beaucoup partagé avec les autres volontaires dans la mission. Donc nous, on était plusieurs en mission à Little Eden, mais on a aussi partagé avec ceux qui étaient au Lesotho ou ceux qui étaient dans les autres villes. Pour moi, c'était comme une famille. Parce que même si on n'avait pas exactement la même mission, ou pas exactement le même lieu de vie, on avait beaucoup de choses communes qu'on vivait ensemble, de grandes joies ou bien de difficultés. Et de pouvoir partager tous ces moments, c'était très riche. On a créé des belles relations. Pour moi, on vivait un peu comme une famille. On s'appelait d'ailleurs la famille Fidesco. On s'appelle toujours. Et c'était des moments forts de pouvoir les vivre ensemble en fait à l'autre bout du monde, même si c'était des personnes qu'on connaissait pas très bien avant de partir en mission. Ça nous a permis de créer des liens très forts. C'était vraiment un appui de partager ces moments-là et de pouvoir aussi vivre des moments ressourçants, parce qu'on a aussi fait des retraites ensemble, on a fêté Noël ensemble, et ça c'est vraiment fort parce que moi c'était la première fois que je fêtais Noël en dehors de mon cercle familial. Et c'était super riche de se dire qu'on vivait ces moments de joie et de fraternité ensemble. En plus de la vie de binôme qu'on avait, ça permettait vraiment de s'appuyer sur d'autres amis. Avec Fidesco, on part en mission en binôme, on part jamais seul. Pour moi, c'était quelque chose qui était très important quand j'ai eu le désir de partir en mission, et je savais que Fidesco n'envoyait pas seul, donc ça répondait vraiment à une demande que j'avais. J'avais beaucoup prié auparavant parce qu'en fait on connaît pas le binôme avec qui on a envoyé, et je savais que pour moi ce serait vraiment une force, et en même temps j'appréhendais un petit peu, et vraiment Dieu a entendu ma prière parce que ça s'est vraiment très bien passé. On a pu travailler ensemble autant sur la mission concrètement que dans toutes les rencontres qu'on a fait. C'était un soutien d'avoir quelqu'un qui me comprenait, qui comprenait ma langue, ma culture, mes besoins aussi. Et c'était vraiment une source de joie quand on vivait des moments de grande joie ou d'amitié avec d'autres personnes, de pouvoir ensuite les repartager ensemble, se dire mais c'est dingue en fait ce qu'on vit là, c'est vraiment fou et c'est super beau. Et de pouvoir vraiment ancrer tout ce qui était vécu. Moi, de pas être toute seule à vivre ça, mais de le partager avec quelqu'un. Ça m'a aussi beaucoup aidé au retour, de pouvoir continuer de partager. De me dire, mais tout ce que j'ai vécu, en fait, oui, ça a vraiment bien existé. Certes, ça m'a transformée, mais j'ai encore quelqu'un avec qui je peux partager tout ce qui a été vécu pendant les 2 ans. Du coup, on a créé vraiment des très belles relations d'amitié avec d'autres personnes, avec des locaux, notamment avec Tato. Alors, Tato, c'est un garçon qu'on a rencontré dans un magasin de vélo. Et c'était vraiment une rencontre qu'on n'attendait pas. Et de suite, il nous a posé un peu des questions parce qu'il a compris qu'on était françaises, et ça l'interpellait vraiment de savoir pourquoi on était là, ce qu'on venait faire en Afrique du Sud. Et il a été très touché qu'on prenne du temps dans notre vie, qu'on donne 2 ans auprès d'autres personnes qui étaient dans le besoin. Et il se trouve qu'on a pu se revoir
ensuite, parce qu'on avait d'autres amis qui étaient amis avec Tato. Et vraiment, on a créé une très très belle relation d'amitié avec lui. Moi, ce qui m'a touchée, c'est vraiment son accueil. Parce qu'il avait vraiment à cœur de nous faire découvrir son pays, ses amis. Il nous a invités chez lui, il nous a invités à rencontrer ses amis, il nous a invités à des fêtes de famille. Et moi, ça m'a vraiment touchée de voir comment il était ouvert pour nous permettre en fait de vraiment rencontrer les personnes et d'être intégrés dans le pays. C'est lui qui, pour la première fois, nous a accompagnés dans les townships, dans les bidonvilles de Johannesburg. Au départ, c'est un petit peu impressionnant parce que c'est un peu comme une énorme fourmilière. Ça s'arrête jamais. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. C'est très impressionnant aussi par la pauvreté et la misère. Et lui était vraiment super heureux de nous montrer sa famille, ses amis, son lieu de vie. Et du coup, ça a apporté beaucoup de joie à quelque chose qui pourrait être très triste en fait si on voyait seulement une photo et la pauvreté qui ressort. Mais là, c'était vraiment la joie de rencontrer les personnes et d'apprendre à se connaître. C'est vraiment dans les townships que j'ai été très frappée par la pauvreté, par des personnes qui n'ont vraiment rien, qui pour la plupart n'ont pas d'eau ou pas d'électricité courante. Et pourtant, c'est aussi là que j'ai fait vraiment des très belles rencontres avec des personnes qui sont très joyeuses et très avenantes, qui se posent un petit peu la question de pourquoi on est là aussi. Ça m'a permis aussi de mieux voir quelle était la réalité du pays. Et dans la mission, c'était vraiment un tournant de vivre ça. Ça a changé la relation que j'avais avec mes collègues, en fait, de mieux les comprendre. Ça a changé ce que moi je voyais d'eux, mais ça a aussi changé leur vision à eux sur moi, parce qu'ils se disaient mais ah oui, en fait c'est différent, enfin c'est pas juste une personne qui vient pour faire du tourisme, il y a vraiment quelque chose, parce que elles prennent du temps pour être avec nous vraiment, et du coup ça a changé parce que les personnes se sont vraiment attachées à nous aussi. Ce qui a aussi changé concrètement, ça c'est pour la petite anecdote, mais c'est que on m'a donné un prénom sud-africain qui est Palissa, ça veut dire fleur. Ça voilà, c'est un prénom qu'on m'a donné aussi à force de passer du temps et de rencontrer des gens. Et du coup, ensuite, je me présentais, quand on me demandait mon prénom, je me présentais directement comme Palissa. Et les gens étaient vraiment interpellés. Et c'était vraiment super drôle, ça faisait des belles situations. Et ils se disaient, ah mais oui, en fait, si elle a un prénom sud-africain, c'est qu'elle est vraiment du pays, c'est qu'elle vit ici. Et ça permettait d'aller plus en profondeur dans les relations. Et ça enlevait un petit peu cette barrière où on se dit, ah c'est quelqu'un d'étranger. Là, c'était beaucoup plus facile d'avancer dans la relation. J'ai jamais vraiment compris pourquoi Fleur, parce que ils attribuent les prénoms aux personnes en fonction de leur caractère. Par exemple, quand les bébés naissent, ils leur donnent pas de prénom à la naissance, mais ils donnent le prénom dans les jours ou les semaines qui suivent en fonction du caractère, du comportement du bébé. Et c'est vrai que souvent, nous, on faisait un petit peu le jeu avec Blandine de deviner le prénom de la personne avant qu'elle nous le donne. Et au bout de 2 ans, on arrivait à deviner parce qu'en fait, quand on voyait un peu comment était la personne, on se disait « Ah, je pense qu'elle s'appelle Joie, je pense qu'elle s'appelle Amour, je pense... » Voilà, et c'était vraiment sympa. Et du coup, ça permet de connaître un peu une part de la personne juste avec son prénom. La fin de la mission, pour moi, c'était en 2020. Donc, c'est la période qui était marquée par le Covid et qui était assez difficile à vivre parce qu'on n'a pas pu vraiment faire les au revoir et les remerciements qu'on voulait faire auprès de nos amis et de nos collègues. On avait imaginé faire une grande fête et qui malheureusement n'a pas pu se faire. Et on avait vraiment dans le cœur avec Blandine de retourner un jour en Afrique du Sud pour pouvoir vraiment faire ces remerciements, parce que c'est un pays qui nous a transformés, parce qu'on a créé des relations magnifiques avec les personnes. Et cette année, on a senti que c'était le bon moment et qu'on était disponible pour y retourner. On n'avait pas prévenu tous nos amis parce qu'on a quand même gardé contact avec certaines personnes, mais pas avec tous, parce qu'au quotidien, c'est difficile, une fois en France, de pouvoir garder en contact jour après jour avec les Sud-Africains. Mais on savait qu'ils seraient très heureux de nous retrouver et que nous aussi. Donc quand on est arrivé en Afrique du Sud, quasiment 3 ans après être rentré en France, ça a été vraiment des retrouvailles magnifiques, une joie débordante, des personnes qui hurlent, qui nous serrent dans les bras, qui s'attendaient pas du tout à nous retrouver, et c'était hyper beau, hyper joyeux.
Moi, j'étais très touchée, toujours par ces liens en fait de famille, parce que déjà nos amis, on les appelle mama, donc ça veut tout dire au niveau de la relation. Et c'était super beau de les retrouver, de voir que eux étaient heureux aussi pour nous, qu'on ait retrouvé notre vie en France, notre famille, un travail. Et c'était magnifique parce qu'ils disaient vraiment ah mais gloire à Dieu, vous avez un travail, c'est génial. Alors que moi, c'est pas du tout quelque chose qui me faisait peur en rentrant en France. Je me doutais bien que je trouverais un travail. Mais pour eux, c'est vraiment un cadeau en fait d'avoir un travail. Donc ça m'a rappelé un petit peu aussi cette réalité de dire merci pour ce que j'ai. Quand on y est retourné, on a eu la chance d'y être pendant la fête des mères. Et en Afrique du Sud, on célèbre vraiment toutes les femmes le jour de la fête des mères. Parce que pour eux, on est toutes des mamans, toute la maman de quelqu'un. Et du coup, c'était vraiment déjà pour nous une grande joie de retrouver nos collègues et les résidents. Et on a pu faire la fête avec eux, on a dansé, on a ri, on a chanté. On était super contentes aussi d'entendre à nouveau du Zoulou, du Sesotho. On avait tout qui nous revenait en même temps. On avait des souvenirs, on avait des mots dans d'autres langues, des beaux souvenirs qui revenaient. Et c'était un peu une explosion de joie et de différentes émotions aussi. C'était très touchant de voir qu'en revenant, même après 3 ans, ils nous avaient pas du tout oubliés et que c'était une amitié qui était sincère parce que leur joie était tellement profonde qu'on voyait que tout ce qui avait été vécu et créé pendant les 2 ans, c'était quelque chose de très fort et de solide. De suite, on est allé dans le centre pour retrouver nos collègues. Et en fait, ils s'arrêtaient au milieu du centre quand ils nous voyaient. Ils avaient un temps d'arrêt, de réflexion, de se dire « mais je connais cette personne ». Et après, ils hurlaient et puis on courait dans les bras. Et voilà, c'était magnifique. C'était des belles surprises. Aujourd'hui, je sais que même si c'est des personnes que peut-être je ne reverrai pas, ça a quand même transformé ma vie. Et je sais que c'est quelque chose qui reste dans mon cœur, en fait. C'est des personnes pour qui je continue de prier, à qui je continue de penser. Même si on s'écrit pas, on s'envoie pas des messages tous les jours. C'est quand même très présent. Ça m'a permis aussi de prendre conscience de la réalité du monde. On vit pas tous dans les mêmes milieux, pas tous dans les mêmes conditions. Et pourtant, en fait, on peut quand même vivre des choses en commun et quand même créer ces relations. Cette mission, elle m'a transformée. Ça m'a permis d'aller aussi un peu au bout de mes limites, de mieux me connaître. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de garder quand je rencontre des personnes, d'être vraiment en vérité avec les personnes que je rencontre et d'être prête à les rencontrer et à les écouter. Et dans la relation, ça change parce que moi, ça me permet en tout cas d'être vraie. La mission m'a aussi permis de me rendre compte de l'importance de l'accueil de l'autre, parce que en Afrique du Sud, je me suis sentie vraiment accueillie. Je peux dire aujourd'hui que j'ai une deuxième famille, une famille de cœur, et du coup pour moi c'est important maintenant d'accueillir des personnes quand elles arrivent, soit dans ma ville, soit dans un groupe d'amis, vraiment de faire attention à ces personnes-là. Ça a aussi changé ma relation à Dieu, ma vie de foi, parce que je garde un peu cette spontanéité qu'ont les Sud-Africains de s'en remettre à Dieu, d'être dans la confiance et d'avoir pu aussi expérimenter cet amour autant dans les amitiés qu'avec les résidents. Le petit clin d'œil de la fin, vous avez sûrement écouté le premier podcast de Fidesco qui était enregistré par Jean-Baptiste. Et bien, c'était son témoignage que j'avais entendu quand j'étais encore étudiante et que j'avais le désir de partir en mission. Merci Laure de nous avoir fait plonger avec toi dans ta mission, de nous avoir fait découvrir toutes ces personnes extraordinaires. Nous attendrons maintenant avec impatience le mois prochain pour écouter le témoignage de Blandine. Et si toi aussi, comme Laure, après avoir écouté Jean-Baptiste, tu veux te lancer dans l'aventure de la mission, on t'attend sur partir.fidesco.fr. À très bientôt pour découvrir la suite des aventures de Laure et Blandine à Little Eden, leur petit paradis en Afrique du Sud.